on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un livre et des problématiques qui l'entourent. Ce n'est pas dans mon habitude de proposer une vidéo centrée sur un seul ouvrage. Je ne l'ai d'ailleurs encore jamais fait. Vous savez probablement que je privilégie mes lectures du moment, comme je les appelle, c'est-à-dire que je présente 3 livres que j'ai lus récemment, sur lesquels j'ai envie d'apporter un avis critique. J'ai décidé de faire cela dans cette vidéo, tout d'abord parce que j'ai beaucoup de choses à dire, et deuxièmement parce que ce que je vais aborder ne concerne pas uniquement Millennium. En effet, aujourd'hui je vais aborder le tome 4 de Millennium de David Lagercrantz, qui est la suite de la trilogie, je n'en ai pris que 2 pour raison de poids, de Stieg Larsson, qui est très populaire. Vous l'avez peut-être déjà lu, en tout cas vous en avez sûrement entendu parler. Cette vidéo va se diviser en 2 parties. Dans la première, je vais aborder la polémique créée autour de ce roman et du monde de l'édition. Et dans la deuxième partie, je donnerai mon avis sur le roman, sans spoiler sur les tomes précédents, donc pas de souci. Si c'est ce qui vous intéresse uniquement, cliquez sur le livre et ça vous mènera directement à ma critique, sans passer par la partie discussion. Lorsque j'ai appris la nouvelle de la sortie de la suite de Millennium, j'étais aux anges. Jusqu'à ce que je me souvienne que l'auteur de Millennium est mort avant la publication de ses romans. D'où mon interrogation, comment faire une suite sans l'auteur? Vont-ils faire comme Robert Jordan qui avait préparé à l'avance des notes avec sa femme, puisque se sachant mourir, il savait qu'il n'aurait pas le temps de terminer sa saga La Roue du Temps? Et donc de ce fait, après sa mort, un auteur a été choisi avec sa femme et avec la maison d'édition pour poursuivre la saga à l'aide de tous les documents que l'auteur même avait laissés. Absolument pas. Et c'est là que le malaise s'installe, puisque la maison d'édition suédoise ainsi que les détenteurs des droits, donc le père et le frère de Stieg Larsson, ont décidé d'un commun accord de faire appel à un auteur, en l'espèce un journaliste, pour poursuivre la saga de Millennium. Il faut savoir que Stieg Larsson ne comptait pas s'arrêter à une trilogie. Il avait bel et bien l'intention d'écrire une suite qu'il avait par ailleurs commencé à rédiger à un moment de sa mort. De fait, il a été fait appel au journaliste David Lagercrantz, que l'on connaît en France uniquement pour son autobiographie sur le footballeur Zlatan Ibrahimovic. Je vais être honnête, je n'ai pas acheté ce roman, je n'avais pas l'intention de le faire. J'envisageais plutôt en vérité de l'emprunter à la bibliothèque, mais pour tout dire, il m'a été offert. Donc je l'ai lu. Pourquoi est-ce que je ne voulais pas l'acheter? Tout simplement parce que le procédé me choquait. L'auteur n'a pas laissé de consigne, il avait une personnalité très forte, très militante, il était impliqué vraiment politiquement dans beaucoup de combats et on savait qu'il luttait contre tout ce qui a été mis en place pour venir à la conception de ce 4e tome. Et personnellement, je n'apprécie pas vraiment le piège de tombe. Je ne partageais pas toutes les idées de Stieg Larsson. Probablement que je n'aurais jamais été amie avec lui, mais j'ai été déçue, voire dégoûtée de ce qu'on a fait de son travail. Pour faire un comparatif qui va parler à tout le monde, demain, J.K. Rowling meurt, son mari hérite des droits, il décide, voilà, pour faire un coup financier, de publier la suite d'Harry Potter. Il va s'entendre avec une maison d'édition pour le faire. Ils vont tous les deux sélectionner un auteur, et cet auteur va publier une histoire sans se fonder sur des notes, sans son aval, sans qu'elle ait validé, alors que c'est elle-même qui avait passé des dizaines d'années à concevoir un univers. Je trouve ça choquant. Ce livre n'est ni plus ni moins pour moi qu'une fanfiction légale et officielle. Pour ceux qui ne sauraient pas, une fanfiction est un récit réalisé par un fan à titre gratuit d'une œuvre préexistante, un livre, une série, un film, reprenant l'univers de celle-ci sous diverses formes pour la faire perdurer, comme c'est le cas actuellement. On écrit une suite, ou on fait un préquel ou autre, pour la modifier. Donc mettons Lisbeth est un homme, voilà, on a modifié, ou pour croiser des univers. Lisbeth se retrouve dans le monde d'Harry Potter. Légalement, la fanfiction n'est pas autorisée, surtout avec la définition restrictive qu'on a en France du droit d'auteur. Mais il y a une certaine tolérance, notamment parce que l'auteur de la fanfiction ne gagne pas d'argent sur ce qu'il produit. Il ne tire pas profit de l'univers de quelqu'un d'autre. Or, avec Millennium, c'est le cas. C'est-à-dire que l'auteur, les maisons d'édition et les héritiers perçoivent de l'argent sur un travail qu'ils n'ont pas produit et qu'ils modifient. Certes, David Lagercrantz a créé ce roman, c'est-à-dire qu'il y a conçu une intrigue, il a apporté de nouveaux personnages, il y a mis une histoire,
mais c'est en se fondant sur un univers préexistant qu'il a fait tout ça. Il a repris des personnages qui existaient, il a repris la localisation, tout se passe à Stockholm, les maisons existent déjà, de telle sorte que cela a été publié comme suite officielle à Millennium. Et bien que cela soit, je ne conteste pas, juridiquement totalement correct, hein, les détenteurs des droits ont donné leur accord, donc il peut y avoir une suite, je trouve ça moralement un petit peu plus difficile à justifier. Petite précision, je n'ai rien contre la fanfiction, j'y suis même profondément favorable. Certains d'entre vous s'y connaissent peut-être également, mais je suis une grande admiratrice, une grande lectrice de Henry Jenkins, qui est un professeur au MIT, qui parle depuis des dizaines d'années des cultures populaires, de la convergence des cultures, et qui pose justement toutes ces questions-là, notamment de fanfiction. J'aime le fait que ça promeuve l'envie d'écrire, l'envie de lire, et surtout cela à titre totalement gratuit. Les gens n'écrivent pas des fanfictions pour gagner de l'argent, ils écrivent ça parce qu'ils aiment un univers, et je trouve qu'en période actuelle, c'est absolument génial de développer ça. Mais le grand problème que j'ai ici, c'est que le droit d'auteur qui a été créé spécifiquement pour protéger les intérêts de l'auteur est en fait totalement détourné pour créer encore plus d'argent sur un univers que les personnes qui profitent de cet argent n'ont pas créé. Et cela en faisant fi complètement des atteintes notamment morales que ça peut créer, c'est-à-dire que ça ne respecte absolument pas la personnalité de l'auteur, ses idées profondes. Petite précision, vous avez pu voir ces dernières années qu'il y a eu pas mal de romans où il était spécifié que ça avait été tiré d'une fanfiction sur Twilight ou sur les One Direction, quelque chose comme ça. Ici, la problématique est différente parce que ces romans-là se sont vus modifiés au moment de la publication, c'est-à-dire que ils ont changé l'univers, ils ont changé le nom des personnages, les caractéristiques physiques, de telle façon que si on avait les deux textes l'un en face de l'autre, on ne pourrait pas dire c'est un plagiat total. Ici, l'univers est totalement et volontairement repris parce que c'est grâce à lui que les ventes se font. C'est parce qu'on connaît l'univers de Millennium que l'on va l'acheter, que l'on va en parler, qu'il va plus se vendre en fait. Finalement, dernier point sur cette polémique, j'avais envie d'aborder le sujet assez globalement de l'argent, puisqu'à mon avis c'est la raison principale pour laquelle ce roman est publié. Je ne vois pas d'autres raisons pour lesquelles cela a pu être fait. Pour les maisons d'édition, j'ai beau vivre dans un monde de bisounours, comme vous pouvez le voir, je comprends tout à fait, je sais bien que leur but c'est tout de même de vivre et de faire de l'argent, donc inévitablement le fait de proposer la suite de Millennium, on sait très bien que ça va rapporter beaucoup d'argent. Leur but est de faire vendre, et vous ne pourrez pas me dire le contraire quand on voit les daubes que certaines maisons d'édition sortent, tout simplement parce qu'on sait que ça sera vendu. Pour les détenteurs des droits, et c'est d'ailleurs ça qui me pose le plus de problèmes, je pense, je ne vois pas d'autre raison à part l'argent, tout simplement parce que je ne vois pas comment on pourrait accepter que quelqu'un reprenne le travail de son fils, l'un des détenteurs des droits et notamment le père, que l'on reprenne le travail de son fils et qu'on le modifie, qu'on le transforme, qu'on y mette des idées qui ne soient pas forcément en valeur avec celles de la personne, voilà, en dehors de l'argent. Et même là, je ne le comprends pas, parce qu'ils sont détenteurs des droits, ils ont eu beaucoup de fric. C'est assez dégueulasse. Il a été justifié ça en disant que c'était un hommage pour l'auteur et ce genre de choses. Cela a été d'ailleurs posé aussi bien par la famille que par les maisons d'édition. Et là j'entends maisons d'édition suédoises, mais également maisons d'édition internationales, françaises également. Est-ce que je dois vraiment parler de cette justification d'hommage? Ce n'est pas un hommage de reprendre un travail de quelqu'un, surtout à un niveau qui n'est pas excellent. J'en parlerai plus tard. Si c'est pas nul, c'est pas non plus exceptionnel. Ouais, moi j'y crois pas trop à cet argument d'hommage. Et pour l'auteur, je comprends également pourquoi il a fait ça, j'accepte pas, j'aurais pas accepté moi d'écrire ça, mais je me dis que voilà, lui il a de l'argent, certes il a dit qu'il allait donner une partie à des associations et c'est très bien, voilà, c'est tout à son honneur, mais son but à lui c'était surtout d'être connu, le fait que son nom soit connu, le fait que ça lui permette d'avoir des projets par la suite. En France, les deux seules choses qu'il a sorties, c'est une biographie d'un footballeur qui existe, donc en se fondant sur un entretien ou plusieurs entretiens qu'il a eu avec lui, donc concrètement il n'a pas eu
à inventer grand-chose, hein. Certes, il a peut-être fait une forme particulière et autres. C'est pas énorme non plus. Et là, pour ce roman-là, deuxième roman sorti français de lui, il reprend un univers qui existe déjà. Donc on pourrait penser que pour un écrivain, voilà, il faudrait quand même se mettre à proposer des choses par soi-même. Et d'ailleurs je dis ça, mais maintenant que j'y pense, c'est pas du tout propre à la littérature. On trouve ça dans tout, on voit les films. Il y a énormément de remakes qui se font. Il y a en musique, alors là en France c'est juste incroyable, hein, quand on reprend pas Goldman, c'est Nougaro et compagnie, on a l'impression que les gens ont peur de créer par eux-mêmes. Et c'est pas forcément qu'ils aient peur de créer par eux-mêmes, c'est que les grosses sociétés, les maisons de disques, les maisons d'édition ont peut-être un petit peu plus peur de s'engager sur certains projets où ils ne savent pas s'ils vont gagner de l'argent ou pas en fait. Maintenant on mise sur des valeurs sûres, on reprend Goldman parce qu'on sait que Goldman c'est sympa et tout, mais on ne propose pas forcément aux gens de faire vraiment des choses par eux-mêmes. Et c'est bien triste. Cette partie de discussion est terminée. Alors elle a été plutôt rapide par rapport à ce que j'avais envie de dire, mais le format vidéo ne me permet pas de proposer toutes mes idées et autres, je m'en excuse. Maintenant je vais passer à mon avis sur le livre, et sachez que je fais la différence entre mon avis sur le livre et mon avis sur la conception du livre, sur tout ce qui l'entoure. Ce qui ne me tue pas est donc le 4e tome et le plus petit pour le moment de la saga Millennium. Si on le compare au 3e tome, on peut voir qu'ils se ressemblent assez, hein, c'est vraiment parfait, on ne peut pas se tromper. De ce fait, je vais le critiquer par rapport à la saga, puisque bien évidemment, la façon dont il est présenté, le fait que ce soit écrit tome 4, on le pose comme suite officielle. Je vais donc le critiquer comme suite officielle et inévitablement faire une comparaison par rapport aux autres tomes, ce qui est majoritairement le point critique de mon avis. Parce qu'on va poser ça simplement. Si c'est un assez bon thriller, très dynamique et efficace, je trouve que c'est une assez mauvaise suite de Millennium. J'ai beaucoup pris de plaisir à lire ce livre. Honnêtement, je l'ai terminé en 24 heures. J'avais vraiment envie de connaître la suite, le dénouement. Et puis pour finalement arriver à des questions encore plus grandes qui ouvrent inévitablement sur une suite à venir. Quand la recette marche, on continue. Il surfe sur des sujets très actuels et très populaires aussi, presque se fondant sur une certaine mouvance conspirationniste. On y retrouve des questions propres à la surveillance par les agences gouvernementales, on a la question de la science, de son évolution, de son rôle par rapport à l'être humain. Est-ce qu'elle va le dominer? Est-ce que celui-ci va réussir à la concentrer et à garder un contrôle sur elle? On retrouve également des thèmes clés de la première saga, la place des femmes inévitablement, la politique et son lien avec les mafias, et également la place et la critique d'une certaine psychologie de l'enfance, la façon dont on traite en psychologie voilà, certaines maladies que peuvent avoir les enfants. Tout ça c'est à nouveau très présent, ce que j'ai aimé parce que ce sont des thèmes très forts et c'est ce qui m'avait notamment fait aimer les romans de Stieg Larsson. Très intéressant également, il se pose la question du devenir du journal Millennium et plus globalement du journalisme en tant que tel. Le fait que l'on arrive à primer beaucoup plus la forme sur le fond, ce qui se traduit d'ailleurs dans tous les aspects de la société, et même les plus modernes, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit sur YouTube, il est beaucoup plus question de quantité et de forme que de qualité de fond. Ça devient de plus en plus rare, tout simplement parce que le public, ou du moins un certain public, qui se voit peut-être plus que d'autres, demande voilà, cette primauté de la forme sur le fond. Et le problème des journaux, d'une très très grande majorité des journaux, mais pas seulement eux, c'est qu'ils accompagnent ce mouvement, c'est qu'ils se disent il y a un marché à se faire, on y va, et cette forme devient beaucoup plus une norme qu'une exception. De fait, les gens s'intéressent par exemple, pas tous bien évidemment, mais on voit ça au nombre de magazines qui sont vendus, beaucoup plus de personnes s'intéressent, je sais pas moi, la dernière petite amie de Harry des One Direction, qu'à des sujets très fouillés, très longs, très complexes. Le journalisme d'investigation, en fait, puisque c'est de ça dont il est question dans Millennium, devient une niche
Une niche par rapport à la norme qui est le people, qui est le glamour, qui est les magazines féminins. De fait, les thèmes attirent aisément le lecteur puisqu'il se reconnaît facilement dans certaines problématiques auxquelles il est confronté sans forcément y être individuellement impacté en réalité. J'ai aimé les détails apportés sur le domaine des mathématiques, de la science, de l'astronomie. On se pose beaucoup de questions sur le piratage informatique, son rapport à la loi, le fait que si vous êtes un hacker pour telle compagnie, vous êtes dans la légalité et sinon bah, vous êtes dans l'illégalité. On s'interroge beaucoup. Pour autant, j'ai eu l'impression qu'à travers cette volonté d'apporter beaucoup de détails, et il cite d'ailleurs ses sources dans les remerciements, il y avait une volonté probablement inconsciente, je ne sais pas, de noyer en quelque sorte le lecteur. C'est-à-dire qu'on donne plein d'infos à la manière de Stieg Larsson, voilà, pour montrer qu'on en a, qu'on a fait ses recherches. Et paradoxalement, je trouve ça beaucoup plus simple et beaucoup moins dense que ce que Stieg Larsson proposait, tout simplement. En effet, on avait surtout l'impression que lui, c'était une sorte de chef d'orchestre de ses romans, c'est-à-dire qu'il maîtrisait complètement les données. On avait l'impression que tout ce qu'il posait, il les comprenait, il réfléchissait sur elles, il proposait ce qu'il avait envie, mais en même temps on sentait qu'il y avait des connaissances derrière. Là, on a l'impression que c'est un petit peu moins maîtrisé. En fait, on voit le travail derrière. Moi, j'avais l'impression que Stieg Larsson était concrètement un journaliste de Millennium. Je n'arrivais plus à distinguer le journaliste de l'écrivain, parce que Stieg Larsson est un journaliste avant tout. Et je trouve que la nuance est très très difficile à percevoir avec lui. Or, avec le roman présent, avec David, on voit le travail. On voit le travail de recherche, on a l'impression qu'il y a une bibliographie derrière à citer. Ça m'a un peu plus gênée, parce que tout simplement, on tente de s'approcher de Stieg Larsson, qui pourtant n'est pas Victor Hugo, hein, mais bon, il y a quand même il y avait un bon boulot chez Stieg Larsson, une vraie personnalité, une vraie force et très très grande originalité. Là, on a l'impression que c'est un peu plus classique, tout simplement. L'intrigue est plutôt bonne, sans être non plus excellente. C'est assez loin d'un Millennium, mais dans le registre du thriller, je ne trouve pas du tout que ce roman ait à pâlir de quelque chose. Là, en l'espèce, toute l'histoire se passe sur quelques jours, alors que Stieg Larsson avait posé une durée de temps beaucoup plus longue. L'histoire se passait sur plusieurs mois et on faisait beaucoup de flashbacks et autres. Là, c'est très court, ce qui permet de rendre l'histoire très très dynamique, on s'accroche très vite. Mais à nouveau, ça demeure assez classique, c'est du déjà vu. Là, ce que propose David Lagercrantz, j'ai déjà vu ça. Et ça s'éloigne tout de même de toute cette spécificité qu'avait Stieg Larsson, notamment sur le plan temporel. Je trouvais que ce qu'il avait fait sur le sujet du temps était très très bien traité et ça s'incorporait très bien à l'histoire. Pour ce qui est des personnages, alors je n'ai pas précisé mais il s'agit d'un roman choral, c'est-à-dire qu'on change de point de vue assez rapidement et à nouveau ça rend le roman très dynamique, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer, on n'a pas le temps de regretter un personnage qu'on est déjà de retour à lui. Ça permet de connaître plus facilement et plus rapidement tout le monde parce qu'inévitablement on suit la personne, hein, donc on sait ce qu'il pense, on sait comment il agit. Ça nous rapproche d'eux, mais le petit problème du roman choral en l'espèce est que l'on répète occasionnellement certaines histoires, ce qui pour nous lecteurs n'a aucun intérêt. Mais après, le travail sur les personnages n'est pas non plus excellent. Il y a une chose de bien, particulièrement bien, c'est assez bien en général, mais particulièrement bien dans ce roman, le personnage d'Auguste, qui est un nouveau personnage, c'est un enfant autiste que l'on découvre dans les toutes premières pages du roman, que son père, donc le chercheur Franz Balder, vient chercher en vérité. Et j'ai adoré ce personnage, ce petit garçon. Il avait beaucoup à proposer, j'aimerais beaucoup le revoir. Je ne sais pas si ça sera possible. À côté, on retrouve des personnages clés, tels que Michael ou Lisbeth, tout simplement, qui sont malheureusement tout de même un peu éteints, un peu en dessous de ce qu'ils peuvent donner, notamment Lisbeth. Hein. C'est quelqu'un de très très difficile je trouve, à mettre en scène. Elle est très très aimée. Moi je sais que c'est vraiment un des personnages de littérature que j'ai préféré. Il y a comme une sorte de voile en fait quand on la voit. En fait on la voit même pas, on l'entreaperçoit, mais c'est pas encore Lisbeth en fait, tout simplement. Pour conclure avec ce roman, c'est plus un non mais qu'un oui mais. Je ne partais pas très positive, mais en même temps je partais pas non plus en mode guerrière, j'ai tout fracassé, j'ai vraiment les craché dessus, c'est un roman pourri.
je sais mettre de côté mes sentiments personnels sur, voilà, sur la conception du roman. Mais comme je l'ai dit en fait, c'est un assez bon thriller, on passe un bon moment, il est punchy, on n'a pas du tout envie que ça s'arrête. J'étais bien entendu ravie de retrouver cet univers et ces personnages, alors je ne me cache pas, hein, j'ai vraiment été attristée d'apprendre la mort de l'auteur et sa mort, et également parce qu'on n'aurait plus la suite réellement officielle de ces romans, mais j'avais quand même la curiosité de savoir ce qui était proposé. Je pense sincèrement que cela aurait pu être mieux, peut-être avec un auteur mieux choisi, notamment lorsqu'on se targue de vouloir rendre hommage à l'auteur original. Pour autant, mon but c'est pas non plus de le démonter, j'ai passé un bon moment de lecture, j'ai aimé ce roman, j'aurais préféré que ce soit un thriller en one-shot par exemple, ou quelque chose de plus propre à David Lagercrantz, hein, parce que tout simplement ça a un petit peu de mal à s'intégrer dans la saga Millennium. Toujours est-il qu'il se dévore plutôt assez facilement et assez rapidement. Je pense qu'il plaira à beaucoup de monde. Mais dans une logique de suite de Millennium, c'est un peu mieux faire quand même. Cette vidéo est à présent terminée. Je pense qu'elle va être très longue et très compliquée à monter. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien. Au revoir. La première erreur est le plagiat. Ne plagiez rien. Dans vos TD, vous allez forcément avoir des dissertes, ce genre de choses à rendre. Ne plagiez pas.